Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Politique. Ce soir, on va parler entreprise et on parlera surtout comment gérer cette situation pour les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs. On va parler des petites, mais on parlera aussi de ceux qui aujourd'hui ont choisi de différer le paiement des cotisations qui sont devenues mensuelles. On va voir un petit peu qu'est-ce que propose la Caisse générale de sécurité sociale. Et pour en parler, ce soir, on reçoit Thierry Delaburte. Bonsoir, donc bonsoir. Directeur de recouvrement à la CGSS. Également Thierry Biès, donc directeur de recouvrement, travailleur indépendant. Bonsoir. On aura sans doute beaucoup de choses à dire. Surtout Nakash Bouran, en tant que chef d'entreprise, aura sans doute des questions à poser à ces messieurs. Pas petit chef d'entreprise, chef d'entreprise, c'est ça. Et Rémi Amato, président de l'Ordre des experts comptables. Comment les experts comptables vont travailler avec les entreprises, comment ça va se faire. Et je crois que là aussi, les experts comptables ont une position pédagogique auprès des chefs d'entreprise, des managers ou des chefs d'entreprise, Rémi Amato. Alors, ça dépend. À La Réunion, c'est les chefs d'entreprise. Pour moi, un manager, c'est un patron de groupe du CAC 40. C'est pas un chef d'entreprise. Alors, on va parler donc des chefs d'entreprise de La Réunion, puisqu'on parlera surtout des petites entreprises qui ont besoin aujourd'hui. C'est vrai que depuis, ils n'ont pas eu le trop moyen de travailler, donc toujours les mêmes problèmes de trésorerie pour être à jour des cotisations. Alors, première question, est-ce qu'on peut, Thierry Delaburte, et puis ce sera à Thierry Biès de nous dire, qu'est-ce qu'il y a dans le dispositif proposé de différer aujourd'hui les cotisations du mois de décembre ? Alors concrètement, ce que la CGSS a mis en place, c'est un dispositif qui va assez loin, qu'on peut comparer à ce qui a été mis en place en Guadeloupe au moment du cyclone Irma. Donc c'est les mêmes mesures qui ont été acceptées par Paris sur l'étalement des cotisations, à savoir un principe de report de 3 mois des cotisations qui sont dues au mois de décembre pour tout le monde et sans demande du cotisant. Le même régime est appliqué aux cotisations qui seront dues au mois de janvier. Donc, report jusqu'au mois de mars pour les cotisations de décembre, report jusqu'au mois d'avril, sans demande du cotisant pour tout le monde, que le cotisant soit donc employeur ou travailleur indépendant ou même agriculteur ou même marin. Ce dispositif, c'est un dispositif qui a vocation à éviter aux chefs d'entreprise, au sortir de la crise des Gilets jaunes, de se soucier de faire une demande de délai, une demande d'étalement de la paperasse auprès de la CGSS. Juste une question là-dessus, Thierry Delaburte, il faut quand même demander, parce que je vais le dire, j'ai reçu le document comme quoi est-ce que on souhaite ou pas faire cette différé. Il faut au moins le faire, je pense. Concrètement, vous avez reçu ce document. Alors, au démarrage du dispositif, on était au milieu du mouvement des Gilets jaunes. On ne savait pas encore combien de temps il allait durer. Effectivement, on avait déjà communiqué, on avait fait circuler un formulaire qui visait à dire aux chefs d'entreprise, remplissez ce formulaire et on vous répondra au cas par cas rapidement. On a répondu à environ 500 demandes de ce type de choses. Quand on a vu la proportion que prenait le mouvement, on s'est dit que finalement toute l'île allait être concernée, tous les chefs d'entreprise, tous les travailleurs indépendants. Et donc on a réussi à faire adopter par Paris une mesure similaire à Irma. Et là, on a communiqué, et c'est l'objet aussi, c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui, c'est pour bien rappeler à tout le monde que les cotisations dues en décembre et celles dues en janvier, c'est un report automatique de 3 mois sans demande du cotisant et sans que ça génère de majoration de retard. Au bout de ces 3 mois, si les entreprises n'ont pas réussi à régler ces cotisations, là, elles pourront nous faire une demande et on arrivera du coup à répondre là cette fois-ci au cas par cas et à étaler les cotisations restantes, celles qui n'auront pas réussi à régler jusque-là, sur environ 12 mois, toutes choses égales par ailleurs, s'ils n'ont pas d'autres dettes avant ces échéances-là. Alors, la mise en place d'un échéancier. Et la mise en place d'un échéancier, mais au terme des 3 mois. Ce qui facilite, je dirais, ça permet au sortir de la crise, les personnes n'ont pas à se poser cette question. Alors, on a reçu, début décembre, on avait reçu 1700 demandes. Il y a 22 000 entreprises à La Réunion. Là, c'est les 22 000 entreprises qui ont cet étalement de 3 mois. Et ensuite, on repart sur une demande au cas par cas en espérant qu'effectivement, il y en aura un peu moins qui seront concernés, qu'une partie d'entre eux auront payé. Petite précision quand même, c'est un gain de trésorerie, c'est une façon de respirer, de sortir la tête de l'eau. Mais malgré tout, au 15 mars et au 15 avril, il y aura 2 échéances à régler. Celle de décembre
et celle de janvier, plus celle de mars et d'avril. Donc là, il faudra demander un étalement. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, M. Delabure, parce qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui ont la tête un peu sous l'eau là aujourd'hui et qui m'ont dit par exemple, bah oui, alors on reporte ça à 3 mois, mais finalement en fait dans 3 mois on va payer 2 échéances. Donc la trésorerie, alors oui, ça nous laisse un peu le temps effectivement de se refaire. Mais d'ici le mois de mars, en fait, on devra payer 2 fois. Exactement. Alors là, c'est bien effectivement de le rappeler. Ce dispositif, il a le mérite d'exister. Il permet quand même d'avoir une petite trésorerie. C'est comme un délai de paiement de 3 mois pour tout le monde, y compris sur les parts salariales. Donc c'est bien. Mais il y aura 2 échéances dues en mars. Donc il faut quand même provisionner. Le message qu'on veut passer aux chefs d'entreprise, c'est si dans la durée des 3 mois, votre trésorerie, il y en a quand même quelques-uns qui ont une trésorerie qui n'a pas été complètement impactée, il faut payer ce qu'on peut payer d'ici là, en faisant des virements à la CGSS pour que le mois de mars soit moins dur. Ceci dit, on s'attend à ce que le mois de mars soit dur, ou le mois d'avril, et là il faudra revenir vers nous, faire des demandes d'étalement, et on étalera les choses jusqu'au mois de décembre, enfin au moins sur 12 mois, sans que ça pose de difficultés. Ce sera pareil, pour les travailleurs indépendants? Oui, alors effectivement, le dispositif sera identique, strictement identique pour les travailleurs indépendants. Il y a bien un report de charge qui est fait sur la même base que celui qui a été fait pour les entreprises du régime général. Alors la problématique est encore plus importante pour ces travailleurs indépendants qui ont vraiment d'autres tâches à effectuer plutôt que s'occuper à contacter la CGSS pour mettre en place, pour payer leurs cotisations. Donc on a voulu effectivement simplifier au maximum le dispositif pour qu'il n'ait pas à gérer cette problématique-là. Et le principal avantage de ce dispositif, c'est que derrière, comme on a décalé ces dates de paiement, ils auront droit à leurs attestations aussi de vigilance, ce qui leur permettra aussi quand même de continuer à aller chercher des marchés sans se préoccuper, est-ce que je suis à jour de mes cotisations du fait de ces problèmes de trésorerie liés à ce mouvement Gilets jaunes. Donc ça, c'est quand même important. Le fait d'avoir repoussé ces dates limites de paiement permet d'avoir, s'ils sont effectivement à jour sur les autres dettes, mais en tout cas sur ces trimestres-là, d'avoir leurs attestations de vigilance. Donc, ce qui permet de relancer aussi leur économie et peut-être de passer un peu mieux le mois de mars qui peut s'annoncer difficile. Et comment vous les avez contactés, ces indépendants parce que vous savez, il y en a certains, par exemple, qui ont des comptables, mais il y en a d'autres, en fait, des experts comptables. Des experts comptables. il y en a qui n'ont pas d'experts comptables. Hein. Alors non, il y en a qui ont des comptables, mais c'est des comptables marrons. Ça s'appelle l'exercice illégal et... Non, je pense qu'ils prennent des risques eux-mêmes. Alors voilà, absolument. Si on n'est pas aidé par justement un expert comptable, comment on peut être au courant? Parce que souvent on a la tête aussi dans le guidon. Alors il y a toutes ces mesures, elles ont été articulées au sein d'un comité mis en place par la préfecture. D'accord. Donc il y a eu des communiqués de presse faits par la préfecture. Nous-mêmes, le communiqué de presse, nous l'avons aussi diffusé dans les médias, alors plus ou moins bien relayé, toujours si on est toujours un petit peu tributaire de la façon dont les médias relayeront le communiqué. Et après, il y a effectivement tous les partenaires naturels des indépendants, et même des entreprises, les chambres consulaires, les experts comptables, les organisations professionnelles, qui doivent en principe relayer ces messages-là. Mais en tout cas, elles sont toutes parties prenantes au sein des structures mises en place avec la préfecture. Et donc cette info circule. Après, il y a peut-être encore des choses à améliorer, si j'en déduis votre question. Effectivement, comment faire arriver cette info-là. Je pense que le message est passé, c'est juste que... Après, la semaine dernière, on était encore aussi en intervention à la radio sur Union Première. On essaie un petit peu d'être présent aussi. Vous êtes là aujourd'hui. Voilà, on essaie d'être là aussi aujourd'hui. On prend effectivement de notre temps pour bien expliquer ça aux indépendants et aux entreprises, pour bien les soulager par rapport à ça, quoi. Ma question, Rémi Amatos, c'est donc président de l'ordre des experts comptables, c'est quel va être le travail des experts comptables? Comment vont-ils aller, vos experts comptables vont aller vers les entreprises, leur expliquer cette démarche? Quelle va être la pédagogie? Absolument. Alors, revenons déjà quand même à l'origine du mouvement, parce que c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Enfin, on sort de 15 jours de blocage complet de notre économie, qui vont avoir des répercussions sur l'avenir. On sait qu'il y a des containers qui se promènent un peu partout dans l'océan Indien. Et justement, juste pour préciser ça, j'ai eu un échange avec un chef d'entreprise dans le commerce. Ces containers sont à Maurice, à Madagascar et au Sri Lanka.
Absolument. Donc on a cette problématique-là. On sait qu'en matière du tourisme, c'est sinistré. Il y a eu des annulations et il y a encore des annulations à venir sur les premiers mois de 2019 et quelles seront les répercussions, on n'en sait rien. Donc les mesures d'urgence qui ont dû être prises donc via cette cellule de la préfecture où l'ensemble des opérateurs économiques étaient présents, c'était en un premier temps de sauvegarder la trésorerie. C'était de dire déjà comment on fait pour les entreprises qui ont encore un peu de trésorerie, le fait de leur laisser pour pouvoir poursuivre leur activité. La problématique essentielle a été de payer les salariés. Il faut bien avoir ça en tête. Le mouvement s'est arrêté provisoirement ou pas, j'en sais rien, l'avenir le dira, mais fin novembre ou tout début décembre, à un moment donné où il fallait payer les payes. Et bon nombre de chefs d'entreprise ne savaient pas comment ils allaient payer, ou alors ils avaient juste la trésor pour payer les salaires, mais rien de plus. Donc le but du jeu, c'était de privilégier déjà le paiement des salaires. Ensuite, leur faire économiser de la trésorerie. La trésorerie, c'est sur tout ce qui était à payer. L'essentiel, effectivement, c'est les caisses sociales, pour l'essentiel des dirigeants d'entreprise donc, qui ont des salariés. Ensuite, il y a les impôts, et après, il y aura les banques, on y reviendra. Je pense que on verra par la suite, donc il y a des mesures aujourd'hui qui sont des décalages de 3 mois et après on est au cas par cas. Nous on a poussé pour une chose dans ces réunions préfecture, c'est d'avoir une automaticité, on a été entendu par les caisses sociales, c'est-à-dire de dire le cas par cas pour les caisses sociales, j'allais dire que l'essentiel des entreprises qui ont été impactées auraient demandé et donc on aurait eu un problème. Chez nous, parce qu'on va pas se mentir Gismi, qui est-ce qui fait cette démarche-là quand il y a un expert comptable? C'est les experts comptables, c'est mes 245 confrères et leurs 1400 collaborateurs. C'est eux qui font ces démarches-là. Et on va y revenir après en détail. Mais c'est eux qui font ces démarches-là. Donc il était important, on approche du 20 décembre, on approche des fêtes de Noël, il va y avoir des congés chez nous et il va y avoir des congés aussi dans les caisses sociales et c'est bien normal. Le but du jeu était de rendre une mesure qui soit simple. Donc c'est pour ça que bravo en tout cas pour le côté automatique en disant à partir du moment où vous ne payez pas, voilà, vous avez un report d'échéance. Le film n'est pas fini, on n'a pas la fin du film encore, mais on a un report d'échéance. Alors ensuite, comment on fait? Donc effectivement, le chef d'entreprise qui a un expert comptable, normalement son expert comptable s'est rapproché de lui. Si tel n'est pas le cas, qu'il n'hésite pas à appeler son expert comptable. Il a pu le zapper, bon, peu importe, qu'il soit proactif. Je voudrais juste faire une remarque, effectivement, pour la plupart des chefs d'entreprise que je côtoie et moi-même, effectivement, je trouve que les experts comptables, pour le coup, ont été très réactifs pendant la crise, parce que je crois que c'était même au bout d'une semaine, on a eu justement une information sur ce que tu viens de dire. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que les clients et les experts comptables sont dans le même bateau. Si le client est dans le mur, l'expert comptable il est dans le mur juste derrière. Donc on n'a pas le choix. Et on connaît la responsabilité qui est la nôtre, hein, c'est d'avoir les infos en amont au moins de quelques jours par rapport aux dirigeants d'entreprise. Et donc, il faut faire. Donc tu parlais d'info, Nakash, c'est vrai que l'info a quand même pas mal circulé, notamment les syndicats patronaux ont beaucoup communiqué là-dessus, qu'on soit adhérent ou pas, enfin sur les sites Facebook ou autres des syndicats patronaux. Pour le dispositif du chômage partiel. Exactement, ouais. On avait des éléments, donc voilà, donc fallait pas hésiter, les consulaires aussi, les chambres consulaires ont chez eux aussi des gens qui sont aussi à jour de tout ça. Donc on avait de l'information. Alors ma question, puisque à ce moment-là on parlait surtout de chômage technique, alors est-ce que les montants des cotisations, est-ce que pour ceux qui ont mis une partie de leur personnel ou tout leur personnel en chômage technique, alors comment ça va se passer pour cela? Comment va se passer pour leur cotisation? Alors déjà quelle est la problématique? C'est-à-dire que pour les salariés, chômage partiel ou pas chômage partiel, et ça a été notre quotidien pendant 10 jours, ça allait un petit peu moins mais ça va revenir au paye de décembre. Le chef d'entreprise avait devant lui une décision à prendre. C'est-à-dire qu'il a été fermé pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, pour ceux qui avaient des boutiques dans les centres commerciaux par exemple, pendant 15 jours, certains d'entre eux, ils n'ont pas pu ouvrir. Et certains sont restés ouverts, mais des salariés n'ont pas pu se rendre sur le lieu de travail parce que c'était pas possible. On peut pas faire 5 heures de voiture le matin et 6 heures le soir, il y a un problème. Donc le choix qui s'est présenté devant le chef d'entreprise, c'était le salarié n'est pas venu, je paye pas. Ça c'était le choix numéro 1.
c'est pas très social, mais c'était le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'était d'essayer de voir, t'as pas été là, est-ce que tu veux pas qu'on impute ça sur tes congés? Avec l'accord du salarié, bien entendu. Le choix numéro 3, c'était faire appel au chômage partiel, puisque la mécanique a quand même très bien fonctionné. La Directe, localement, est très dynamique. Leur site internet était bien fait. Le système de demande sur internet est quand même très bien fait. Et on savait que on avait l'accord avec une date qui était au 17 novembre, date de début des mouvements. La problématique du chômage partiel, c'est que tu commences d'abord par payer pour être indemnisé plus tard. D'accord ? Donc, et la problématique du chômage partiel, c'est que si tu l'appliques au pied de la lettre, tes salariés touchent 70% de leur salaire. Bon nombre de chefs d'entreprise n'ont pas souhaité que leurs salariés aient un impact en disant c'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute, les fêtes approchent. Si j'ai un peu les moyens, je souhaiterais que mes salariés n'aient pas d'impact. D'où, pour bon nombre d'entre eux, le recours aux congés payés. En disant, tu auras la même paye, t'imputes sur des congés payés. Bon nombre de chefs d'entreprise ont aussi fait un effort à titre perso. C'est-à-dire, on dit, tu as été absent 10 jours, ok, il y a 2 jours ou 3 jours, c'est pour moi, je décompte de rien, et l'autre, tu décomptes. Alors, je reviens sur le chômage partiel. Le chômage partiel, le principe, c'est, on paye 70% du salaire brut le salarié, donc tout de suite. Il n'y a pas de cotisation sociale, donc sur ce montant indemnitaire, donc il n'y a pas de cotisation sociale, donc on n'a pas de problématique de cotisation sociale là-dessus. Et derrière, une fois que j'ai fait mon bulletin de paye, je fais une demande d'indemnisation auprès de la Directe. Alors j'ai une phase 1 qui est d'abord, je me déclare auprès de la Directe. Je veux bénéficier du chômage partiel. C'est une simple déclaration où on envoie à peu près de façon estimative le nombre d'heures concernées, le nombre de salariés concernés. Ensuite, je fais mes payes. Et sur la base des bulletins de paye où il est mentionné les éléments de chômage partiel, je demande l'indemnisation auprès de la Directe. La Directe nous dit aujourd'hui qu'à partir du moment où il y a cette demande indemnitaire, le paiement intervient sous 15 jours. Avec les fêtes, les machins et surtout la masse, allez, mettons 30 jours pour être prudent. Mais ça veut dire que fallait-il encore avoir la trésorerie, ne serait-ce que pour payer ces 70%-là. Voilà, donc faut bien avoir en jeu, et donc le chef d'entreprise devait arbitrer. Il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre. C'est au cas par cas. En fonction de l'entreprise, devait arbitrer sur ce qui l'intéresse. Peut-être en complément sur le chômage partiel, justement, un cas qui a été rencontré, pour être assez concret, c'est qu'un certain nombre d'entreprises avaient payé leurs cotisations et leur salaire sur le mois de novembre, donc payable au 5 décembre, et se sont vus notifier par la suite un accord de chômage partiel sur une partie de cette période. Donc là, c'est bien précisé au chef d'entreprise, il suffit de nous faire une déclaration rectificative sur cette période pour bien montrer qu'il y a eu chômage partiel, il y a eu accord de la Directe, et donc derrière, il y a l'exonération de cotisation dont a parlé Monsieur Amato. Donc ils ne sont pas privés de cette exonération, il faut juste nous le préciser par une nouvelle déclaration. D'accord. Alors voilà, ma question, c'est que c'était quelque chose que on parlait des experts, des comptables marrons, des comptables en exercice illégal, comme l'a dit le président de l'ordre des experts comptables, Rémi Amato. La question, c'est le télépaiement et de travailler. Aujourd'hui, le travail se fait par Internet, aussi bien avec les experts comptables que les organismes sociaux. Comment vont faire les travailleurs indépendants ou les petites entreprises qui n'ont pas d'experts comptables officiels? Quels sont leurs outils? Comment travailler avec vous? Alors là, la CGSS a un message qu'il est le bon moment pour passer sur ces entreprises qui n'ont pas d'experts comptables, qui rencontraient déjà des difficultés pour accomplir leurs formalités, puisque vous savez qu'il y a la déclaration sociale nominative, c'est quand même assez compliqué, il faut avoir un système de paye, il faut quand même y comprendre quelque chose, c'est pas simple pour un petit chef d'entreprise, effectivement, il y a en plus de cette obligation, on a parallèlement les chefs d'entreprise qui utilisaient le TTS jusqu'à maintenant, ce qui était simple, et qui ne peuvent plus... On va juste expliquer c'est quoi le TTS. Titre de travail simplifié, par lequel on remplissait un volet social et qui permettait aux chefs d'entreprise qui avaient du travail ponctuel, notamment dans la restauration ou à des petits chefs d'entreprise, de déclarer assez simplement. Et également pour les particuliers qui avaient besoin d'aide ménagère, de jardiniers, c'était aussi un dispositif voilà, utilisé. qui lui a disparu il y a un peu plus longtemps Ouais. et au profit du chèque emploi-service universel, Ouais. notamment. Mais sur les petites entreprises, il y avait ce dispositif
qui, concomitance du calendrier, disparaît aussi là à la fin de l'année au profit donc du titre emploi-service entreprise. Donc c'est le même dispositif qui existe en métropole, qui permet de remplir ces obligations un peu complexes qui pèsent sur le chef d'entreprise, qui sont les obligations de faire des déclarations sociales nominatives et les obligations, vous le savez aussi, de prendre en charge à partir du 1er janvier 2019 le prélèvement à la source. Donc ça, pour un petit chef d'entreprise qui n'est pas outillé ou qui n'a pas d'expert comptable, c'était compliqué. Donc maintenant, il a accès à cette offre qui est nationale. Après, ce qu'on veut dire, c'est que il a jusqu'à donc la fin de l'année pour y souscrire, mais il a aussi jusqu'à la fin de l'année pour prendre la décision d'avoir recours à un expert comptable. La meilleure solution, bien évidemment, étant à notre sens, comme au sens, je pense, de Monsieur Amato, le recours à l'expert comptable. Pour autant, je dirais pour ceux qui ne souhaitent pas y aller, pour ceux qui ne peuvent pas y aller, etc., la sécurité sociale au sens large, les URSSAF, ont mis en place ce dispositif. Il va rester marginal, même en métropole, il y a 2% des entreprises à peine qui y ont recours, mais au moins il n'y a pas de vide pour ces petites entreprises. Elles peuvent le faire, quoi. Voilà. Alors, je reviens sur les dispositifs. Alors, qu'est-ce que doivent faire les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de réclamation à un moment ou à un autre, et pour qu'ils entrent, je dirais, de manière simple dans le dispositif que vous proposez, que ce soit pour les entreprises ou pour les travailleurs indépendants? Pour l'instant, le dispositif est fait pour qu'il n'ait pas à nous solliciter. D'accord. Le dispositif a été calibré pour ça. Pour autant, je tiens à apporter une précision, il faut qu'ils continuent quand même leur déclaration. Déclaration de revenus, déclaration, parce que ça, il faut le faire, parce que derrière, après, quand le système repartira sur le calcul, lui, il va chercher les données. Si les données n'ont pas été saisies, il calculera des données de manière théorique, et là, ça sera compliqué. Donc, le système est fait pour qu'il n'ait pas à payer les cotisations, donc ça, c'est bien clair. Tout est fait pour que derrière, il n'ait pas à intervenir auprès de nous par rapport à ça. Pour autant, il doit continuer. S'il a des déclarations à faire, alors travailleur indépendant, il n'y a pas de déclaration forcément maintenant, mais après il y aura la déclaration des revenus, la DSI qu'on demande chaque année. Mais côté entreprise, je laisserai mon collègue s'exprimer sur le sujet. En tout cas, il faut continuer à fournir toutes les déclarations qui doivent être fournies en temps et en heure selon les calendriers qui sont communiqués chaque année. Et juste une petite précision, j'en profite aussi par rapport à ce message-là. Donc chaque année, nos travailleurs indépendants fournissent leurs revenus, les déclarations sociale des indépendants. Alors, on a un peu de mal à collecter ce document qui est quand même très très important pour le calcul des cotisations, parce qu'il permet de calculer le bon taux de cotisation. Si les indépendants ne nous renvoient pas ce document, il faut savoir que l'on calcule leurs cotisations sur un revenu théorique fixé par la loi. Donc c'est un revenu souvent pas en relation avec leur activité qui génère. Donc ça crée des fois des gros problèmes pour les indépendants qui peuvent recevoir des appels de cotisation complètement déconnectés. Surtout si là, pendant ces 15 jours-là, ils n'ont pas eu du tout de chiffres. Voilà, et surtout s'ils n'ont pas eu de chiffres. Donc ça sera important qu'ils déclarent bien leur revenu en 2019. Ça sera très important. Alors il y a une nouveauté qui va être très structurante pour les indépendants, c'est que la dernière loi de finances, donc, qui est votée chaque année, là, celle de cette année, a prévu que tout devra être dématérialisé en 2019. Il n'y aura plus d'envoi de DSI papier aux indépendants. Donc là, c'est vrai que les indépendants qui sont en délicatesse avec l'outil informatique, qui ont des difficultés par rapport à ça, ça pourra créer un vrai problème. Et c'est vrai qu'il faudra qu'ils se rapprochent soit de leurs organisations professionnelles, soit des experts comptables qui peuvent être quand même des précieux alliés pour remplir cette déclaration, parce que je le répète, c'est un événement très important dans l'activité économique de l'indépendant. Vraiment, ça conditionne vraiment tout son appel de cotisation sur l'année, quoi. Je voudrais compléter les mesures, effectivement, on va dire les démarches à remplir pour rentrer dans ce dispositif. Il y a une précision qu'on n'a pas donnée tout à l'heure. Ce dispositif s'applique aussi aux cotisations de retraite complémentaires. Donc la caisse de retraite complémentaire de La Réunion a entièrement aligné ces mesures sur celles prises par la CGSS. Donc ça, c'est un élément important, c'est valable pour les deux. Ensuite, dans la période où il faudra revenir vers nous si on n'a pas réussi à tout régler avant le mois de mars. Donc pour la caisse de retraite complémentaire, les entreprises pourront revenir vers elles dès la fin du mois de janvier, une fois faites les déclarations correspondantes. Et pour la CGSS, vu que les échéances sont en mars et en avril, revenir vers nous, je dirais, sur le début du mois d'avril pour faire les demandes de délai complémentaires. D'accord.
Alors, ma question sur une précision que quand même on va apporter aux entreprises, ça concerne la période de décembre, janvier et février, donc pour ce qui est donc de différer les cotisations, mais on va quand même rappeler une chose, c'est que tout ce qui se passe, qui ont commencé avant, puisqu'on est avec le service recouvrement, tout ce le travail qui est commencé, vous avez quand même continué, je veux dire, sur les recouvrements, les cotisations qui n'ont pas été payées. Ouais. On va quand même préciser ça aux entreprises, qu'il n'y a pas une suspension des mesures actuellement que vous avez commencé bien avant la... Alors concrètement, toutes les entreprises qui ont formulé des demandes de délai sur des dettes antérieures, on continue à les traiter, à les analyser au cas par cas. Clairement, malgré tout, sur la période des Gilets jaunes et jusqu'à la fin de l'année, pour ne pas, je dirais, surcharger et mettre de pression aux entreprises, en accord avec les huissiers, on a eu quand même, je dirais, une suspension des actes de type saisie-attribution, etc. Ouais. Les entreprises, normalement, n'ont pas eu de saisie-attribution sur leurs comptes qui bloquent les comptes pendant cette période très difficile où, comme disait M. Amato, la priorité, c'était de payer les salaires, quoi. Donc, il aurait été malvenu qu'on fasse ça. Après, effectivement, de manière générale, oui, l'activité de recouvrement continuera et reprendra sur les mois d'avril et je dirais il y a globalement, parce que c'est une question qui a pu se poser, qui a même pu faire l'objet de demandes, il n'y a pas globalement pas d'effacement en fait de dette qui soit pour l'instant en tout cas parce qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui demandent effectivement, alors on en parlait avec Rémi en off, mais l'effacement de la dette sociale. C'est ce qui est demandé par un des mouvements qui est dans ce mouvement des Gilets jaunes qui voudrait qu'on efface toutes les dettes et qu'on reparte à zéro. Oui, monsieur Yamato, vous allez effacer les dettes. Non, je crois que je n'ai pas ce pouvoir. Et si j'avais ce pouvoir d'effacer les dettes antérieures, parce qu'on parle bien de dettes antérieures à ce mouvement, même si j'avais ce pouvoir, je crois que je ne le ferais pas. Pourquoi Gismi. Pourquoi ? Parce que si on efface les dettes aujourd'hui de ceux qui ne pouvaient pas payer, il y a deux catégories de personnes qui n'ont pas payé. Il y a la catégorie de ceux qui ne pouvaient vraiment pas payer parce que ils sont retrouvés en difficulté, soit structurelle parce que leur activité malheureusement n'est pas rentable, soit passagère parce qu'il y a eu un accident de parcours dans l'activité et ils se retrouvent à ne pas pouvoir payer. Ok, donc là il peut y avoir dans ce cas-là des discussions. Effectivement, les caisses sociales sont ouvertes pour appliquer des échéanciers. Faut-il encore aller en discuter et ne pas se cacher ou ne pas attendre que les montants soient déraisonnables à tel point qu'ils ne soient plus solvables, si je puis dire. Et puis il y a ceux qui auraient pu payer mais qui n'ont pas payé. Et ça, notamment en matière de travailleurs indépendants, on le rencontre. Je le rencontre chez mes clients. J'ai des clients qui ne payent pas le RSI. C'est pas un problème financier. C'est juste, ils n'ont pas pris cette habitude de payer et puis ils ont reçu quelques courriers un peu désagréables du RSI. Voilà. Bon, aujourd'hui, ils regrettent un petit peu parce que avec la CGSS, il y a des huissiers maintenant qui commencent à arriver. Mais j'ai aussi toutes les entreprises qui payent, c'est-à-dire qui se saignent pour payer. Et qu'est-ce que je leur dis, moi, à mes clients qui se saignent pour payer si demain on efface partiellement les dettes comme on a pu avoir à l'époque du Novelli ? Qu'est-ce que je leur dis ? Qui sont les dindons dans l'histoire ? Est-ce qu'on n'a pas un problème de morale à ce moment-là ? Enfin, je vois. Voilà, donc parce qu'on parle des pigeons, etc. Mais moi, dans ce cas-là, je parle des dindons. Mais les dindons, c'est ceux qui ont payé. Et c'est quoi la morale ? La morale, ce serait de dire, les gars, ne payez plus. Puisqu'à un moment donné, vous allez attendre. Il va y avoir une éponge qui va arriver pour effacer l'ardoise. Mais c'est notre modèle social. Notre modèle social, il repose là-dessus à un moment donné. Après, est-ce que c'est trop cher, pas assez cher ? Ça, c'est un autre sujet. Mais on peut pas ne pas payer de façon volontaire. Donc, voilà. Donc, si j'avais ce pouvoir d'effacer, je crois que je n'effacerais pas, Gismi. D'accord. Alors, je reviens à moins que Nakash... Vas-y. Non, mais en fait, j'allais rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est notre modèle social. Et ce qui est important, c'est que parfois, justement, les entrepreneurs, que ce soit les indépendants, les entreprises, ne savent pas en fait justement ces charges sociales, en fait à quoi elles servent vraiment. Donc est-ce que vous pouvez aussi de manière vraiment simple en fait expliquer en fait quand un chef d'entreprise justement paye ses charges, à quoi ça sert vraiment en fait pour Alors c'est extrêmement important de le rappeler, et à La Réunion il y a quelques chiffres qui permettent de quand même bien visualiser les choses. Aujourd'hui on encaisse 2,6 milliards de cotisations, enfin on devrait encaisser 2,6 milliards de cotisations chaque année. Globalement, toutes choses confondues. Les prestations versées par la sécurité sociale et les allocations familiales approchent plutôt des 6 milliards. Donc ça signifie bien que globalement à La Réunion bénéficie du modèle. Que, ce qui permet effectivement avec ces prestations
de permettre à tout un chacun, alors peut-être pas assez, elles sont peut-être insuffisantes, on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, sur le minimum vieillesse, il y avait des revendications, mais globalement, elles permettent à tout un chacun de consommer, et elles permettent aux entreprises d'avoir une demande qui est solvable, qui l'est beaucoup plus que si elle n'existait pas. Donc il faut bien visualiser, si on faisait abstraction de ce modèle, qu'on supprimait les cotisations, mais qu'on supprimait aussi les prestations, La Réunion, ce serait un territoire qui serait beaucoup moins solvable pour les entreprises, avec beaucoup moins d'entrées d'argent, avec beaucoup moins d'argent qui circule, et donc une économie nettement plus faible. C'est donc, visible surtout sur le bâtiment, pour le BTP, pour le logement, en tout cas. Ça, c'est une réalité. C'est visible pour le logement, et globalement, effectivement, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette thématique, il n'y a pas longtemps, qui a beaucoup fait polémique de suppression de l'APL, accession qui était très utilisée à La Réunion, et que nos élus, nos politiques ont réussi à in extremis à rétablir et à prolonger. Pour un an. Mais oui, tout à fait. Le système quand même tient beaucoup là-dessus. Effectivement, les entreprises sont mises à contribution, mais je pense qu'elles en bénéficient en retour. Autre élément important aussi à signaler, c'est que l'effacement des dettes, ça a déjà été testé. Et ça nuit globalement à l'économie de La Réunion. Ce qu'on peut voir, c'est que toutes les entreprises qui ont payé sont forcément, ne bénéficient pas du système. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes celles qui n'ont jamais payé ont des modèles de prix très bas qu'elles ne sont pas capables de tenir une fois que le rétablissement, parce qu'un jour ça revient, des cotisations arrivent. Là, y compris celles qui n'ont pas payé, se cassent elles aussi la figure parce qu'elles ont des prix trop bas et qu'elles sont pas capables d'ajuster leur modèle économique. Donc globalement, je crois que tous les corps intermédiaires, parce que malgré tout, les corps intermédiaires ont encore malgré tout un sens aujourd'hui, sont contre cette logique d'effacement des dettes sociales. Et ma question, Thierry Bies, c'est par exemple pour les indépendants, la question des cotisations, est-ce qu'à un moment ou un autre, parce que pour eux, s'il y a une forme, bon, c'était sur le RSI à l'époque, c'est de dire qu'il y a une opacité sur le calcul des cotisations. Est-ce qu'aujourd'hui, à un moment, est-ce que vous pensez que vous allez communiquer, montrer un petit peu quels sont les chiffres, quelle est l'assiette, quels sont les taux, pour qu'ils voient, parce que parfois il y a des chiffres qui arrivent. Tout à l'heure, Thierry Bienveto disait que un montant arrivait, il se posait la question, mais sur quoi ça a été calculé? Est-ce que ça, vous pensez qu'à un moment donné, il faudra communiquer, expliquer comment se fait le calcul? Alors, on peut l'expliquer, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe et qui mériterait effectivement d'être expliqué davantage, mais c'est quand même, les chiffres sont accessibles déjà sur le site internet Sécu Indépendant. Il y a quand même des brochures qui sont diffusées dans les accueils qui permettent de le comprendre. Il n'y a pas d'opacité en tant que telle. Il y a une complexité. Je parle du RSI, c'est pour ça que j'ai pas parlé de RSI ou cotisations, parce que le transfert des cotisations des indépendants à la CGSS n'a rien changé en soi. Oui, ça n'a rien changé, des mais il cotisations. était difficile. Je ne sais pas si, je pense que ça, vous pouvez demander même à Nakash Brown qui est là. Je veux dire que quand on voit arriver un chiffre, on voit arriver un montant, on se demande mais comment ça a été calculé. Ça a été calculé. On ne dit pas que derrière, il y a une volonté de nuire ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais si on se met à la place de l'entreprise, je dis mais comment ils ont calculé ça? Et juste une parenthèse avec Rémi Mato qui est comptable, je pense que c'est un discours que vous avez entendu souvent. Oui, et que l'on décrypte. C'est-à-dire qu'on avait la chance, donc en Outre-mer, d'avoir un calcul simple. C'est-à-dire qu'on était jusqu'à un passé très proche sur des bases qui étaient les revenus N-2. Facile. On avait jusqu'à un avenir très proche un taux, on va dire globalement un peu unique. Moi, je disais à mes clients qu'en gros, ça va te coûter 35%. Aujourd'hui, ça s'est un peu complexifié. Toutefois, à La Réunion, il faut retenir en dessous de 50 000 euros de revenus un taux approximatif de 35%. Vous me dites, monsieur Bies, si je dis une énormité. Entre 50 et 90 000 euros de revenus, un taux qui va être progressif, puisqu'on perd nos exos spécifiques outre-mer. Et à partir de 90 000 euros de revenus, un taux qui correspond à celui de la métropole, on est autour de 48-49%. Donc le taux en lui-même est important. Après, on parlait ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans ces cotisations de travailleurs indépendants, que ça s'appelle RSI, SSI, peu importe, c'est les cotisations des travailleurs indépendants. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients qu'il y a 3 volets dessus. Il y a la maladie. Alors je symbolise souvent, je parle de 3 tiers, donc la maladie qui pèse à peu près 1 tiers sur la rame. Il y a ce que j'appelle la solidarité, avec CSG, CRDS et allocation familiale.
qui couvre un autre tiers, approximativement, et derrière la retraite. Parce qu'on entend trop souvent des gens qui disent « Mais tu te rends compte, Rémi, avec tout ce que j'ai payé au RSI, regarde la retraite que j'ai. » Non, attends mon gars, tu n'as payé qu'un tiers de ça pour tes cotisations retraite. Après, on regarde la carrière, la totalité, mais voilà. Donc on paye vraiment 3 éléments. Donc la retraite, c'est quelque chose qui donne ce qu'on appelle des droits différés, c'est-à-dire je cotise, mais j'aurai des droits demain supplémentaires en ayant cotisé. Et 2 autres, que ce soit la maladie ou la solidarité, qui alimentent notre système social français. Je reviens à tirer à ça et je vais rebondir sur ce que vient de dire Rémi Amato, c'est finalement on voit bien que quelque part, quelle que soit la bonne volonté qu'on a en tant que chef d'entreprise, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on paye vraiment là on vient de dire un tiers la maladie, un tiers la CRDS et la CSG et l'an dernier la retraite. Et c'est vrai que là on l'entend. Mais généralement, quand on reçoit le chiffre, on regarde, on se dit, c'est là-dessus qu'on va être calculée la retraite, pas sur un tiers. Donc ça montre bien que le chef d'entreprise, soit il n'a pas le temps de vraiment jouer son rôle, soit quelque part, il ne fait pas ce qu'il faut non plus pour apprendre aussi, pour pouvoir savoir. Et c'est là aussi, encore une fois, comme je dis, il y a toute une pédagogie à mettre en place. Quand on est chef d'entreprise, c'est la difficulté. Effectivement, il y a le métier pour lequel le chef d'entreprise crée son entreprise, mais il ne faut pas oublier aussi le versant administratif, qui est quand même très très important et qui conditionne la réussite ou l'échec de son entreprise, quoi. Alors soit il est capable effectivement de décrypter lui-même, et je dis capable parce qu'il faut quand même s'y pencher dessus. Enfin, il y a des professionnels du chiffre qui en font leur métier, donc on voit bien quand même que c'est un métier, c'est relativement complexe. Soit il s'appuie sur des ressources compétentes et des experts comptables qui sont là aussi pour les aider quand même. Ou effectivement quand il vient dans nos accueils, que ce soit CGSS ou caisse déléguée, on lui expliquera. Mais c'est quand même, il faut reconnaître qu'il y a une certaine complexité, parce qu'il y a beaucoup de cotisations qui se superposent. Donc, il y a aussi une chose que je voudrais poser à vous deux, et après je poserai à Rémi Amato, c'est que la question c'est qu'avant, on venait à la CGSS, à la Caisse Générale Sociale, on avait un interlocuteur qui nous expliquait la démarche, les papiers qu'on avait. Aujourd'hui, ça se passe par Internet. On reçoit un formulaire, c'est juste pour vous dire que pour le profane qui est derrière son ordinateur, quand il voit le document, il va se poser la question d'abord, qu'est-ce que c'est ? Encore quelque chose à payer, c'est la réflexion, parce que le chef d'entreprise ne raisonne comme si recette, dépense. C'est pas le comptable. Il va Alors, penser peut-être là, je dirais préciser, effectivement, aujourd'hui, la sécurité sociale, elle a vraiment développé, comme tous les services publics, les offres sur Internet. Donc, effectivement, il y a plein de choses accessibles, ça permet aux chefs d'entreprise de le faire à distance, les demandes de délais, les attestations, etc. Ceci dit, l'accueil de la CGSS, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il s'est amélioré par rapport à ce qu'on a pu connaître, et que on a tous dans l'idée que venir à la Sécu, c'est faire une file d'attente, c'est attendre peut-être 1 heure à l'époque au service recouvrement pour être reçu. Aujourd'hui, vous venez au service recouvrement de la CGSS, il n'y a plus de file d'attente, vous êtes reçu en temps réel. Soit la question est simple et on vous répond tout de suite, soit ça demande du temps, et là on vous planifie un rendez-vous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au contraire, il faut pas couper ce lien, il faut pas rester derrière son ordinateur. Il faut venir quand même. Il faut venir, prendre rendez-vous, c'est mieux, ça permet d'avoir un temps dédié, le gestionnaire aura préparé le dossier. Mais si vous venez spontanément, si c'est répondre, il répond tout de suite, sinon il vous fait un rendez-vous. Donc c'est important. Pourquoi je le dis ? Parce que quand on sort du bureau de la CGSS, on a au moins la réponse, et surtout quelque part, ça nous rassure, en tant que chef d'entreprise, et ça permet de dire, voilà, ça c'est un problème en moins. Parce que il faut le dire, pour un chef d'entreprise et pour des entreprises qui sont de petite taille, avec des chiffres d'affaires moyennes ou modestes, c'est important de se dire, voilà, c'est des soucis en moins, parce que lorsqu'on a toujours dans la tête, il faut payer ça, il faut aller voir ainsi. Rien que pour faire une démarche administrative, quel que ce soit aux organismes sociaux, à la banque, aux impôts, c'est une demi-journée. Mais c'est vrai qu'on insiste bien, le rendez-vous s'impose beaucoup, je pense, sur les dossiers du recouvrement, qui sont d'une complexité quand même assez importante. La personne, elle prend rendez-vous, alors soit elle sait le faire directement sur Internet, donc elle peut le faire, soit elle se rend dans les accueils
CGSS et quelqu'un l'aidera à prendre rendez-vous. Ça, c'est pour être à l'aise avec l'outil informatique. Et après, le rendez-vous, une fois qu'il est planifié, le gestionnaire donc étudie le dossier et des fois ne donne pas suite au rendez-vous, contacte le cotisant pour lui dire ben voilà, on a regardé votre dossier, c'est bon, on a réglé, ce n'est même pas la peine de venir. Donc il faut aussi que une grosse partie des rendez-vous se soldent comme ça. Donc il faut aussi que les cotisants, les indépendants, les entreprises s'approprient aussi ces nouvelles formes de communication qui sont aussi les formes de communication des entreprises qui créent leur propre business aussi, qui vont sur les réseaux sociaux, qui créent leur site internet. Donc c'est important aussi qu'ils suivent cette évolution aussi côté sécurité sociale. Parce que des fois aussi on a l'exemple de travailleurs indépendants qui viennent au dernier moment, qui veulent absolument l'attestation de vigilance, qui savaient pertinemment qu'il y avait des dettes sociales qui bloquaient cette attestation de vigilance. Ça, on peut l'avoir sur Internet, celle-là, non? S'ils sont à jour de cotisation, mais certains qui ont des dettes, dans ce cas-là, ils viennent, prennent un rendez-vous, ils mettent en place un délai, leur attestation est à disposition, elle est disponible, il n'y a pas de souci. Voilà, et c'est pour ça que je disais que je reviendrai vers Rémi Yamato, c'est que aujourd'hui, ça peut être le lien, la transmission, parce que en passant par un expert comptable, et je vais sans doute faire remonter mes actions à l'ordre des experts comptables, aujourd'hui c'est quelque chose d'important, en passant par l'expert comptable, lui a déjà une vision globale sur la gestion, ça permet d'éviter aussi ces écueils. Bah oui, parce que il était dit tout à l'heure qu'effectivement le chef d'entreprise c'est un peu encaissement-décaissement, c'est vrai. Nous l'intérêt c'est que on va lui expliquer que attention, surtout à l'époque où on était sur des bases N-2, voilà, le résultat c'est ça, le revenu c'est ça, voilà ce qu'il y aura à payer dans 2 ans. Donc on lui donne ces éléments-là en disant attention, garde bien de la trésorerie pour payer ceci, pour payer cela. Après, quand il y a des démarches à faire auprès des organismes, le premier niveau, souvent, il est chez nous. Alors, on ne se déplace pas pour aller prendre rendez-vous. C'est le chef d'entreprise qui va aller défendre après son dossier. Dans des cas très complexes, on peut être amené à accompagner le chef d'entreprise. Mais il faut savoir que l'ensemble des experts comptables ont déjà des contacts privilégiés. On a des adresses mail dédiées dans chacun des 2 organismes, même avec les caisses de retraite. Pas encore tout à fait avec les impôts, mais les impôts ça marche très bien, les mails. Mais on a nous des points d'entrée privilégiés. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de dossier qui soit insoluble. S'il y a un problème, on arrive à le régler parce qu'il peut y avoir des problèmes, mais partout avec toutes les administrations et c'est normal parce qu'il peut y avoir un problème peut-être dans la déclaration, donc c'est à l'origine, ou alors parce que le traitement il n'a pas été fait correctement, parce que ça s'est promené sur un autre compte. Voilà, donc on arrive à régler. Donc on est nous les interlocuteurs de premier niveau. Le chef d'entreprise quand il y a un truc qui est pas clair, nous quand il vient nous voir, soit on lui explique si c'est très clair, voilà pourquoi tu dois ça, ou non effectivement il y a un bug là-dessus. On va contacter la CGSS, on va contacter les indépendants pour voir ce qu'il en est. Voilà, donc on est vraiment les contacts privilégiés. Alors, puisque je suis là, je vais vous poser la question. Je pense que ça va pas vous plaire, mais je vais vous demander quand même. Imaginez que pour ceux qui vont différer les paiements de décembre, janvier, février, ils vous demandent un échéancier pour les régler sur l'année. C'est possible aujourd'hui ou pas? Oui, alors en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a un dispositif en 2 temps. 3 mois pour tout le monde au départ, jusqu'à mars puis avril. Et à partir de ce moment-là, si les personnes n'ont pas pu régler dans les 3 mois, elles reviennent vers nous. On a mis en place une boîte dédiée qui s'appelle contactcrise974@ursaf.fr. Elles reviennent vers nous. C'est simple, c'est un mail. Elles nous demandent un étalement qui peut aller jusqu'à 12 mois. C'est 12 mois maximum. On sait qu'on pourra aller jusqu'à 12 mois sur ces échéances-là de novembre et décembre concernées par la crise. Ouais. Après, c'est aussi pour ça qu'on veut être au cas par cas à partir du mois de mars et avril. Dans certains cas, on ira au-delà de 12 mois. On ira beaucoup plus loin que 12 mois. Dans d'autres cas, en accord avec le chef d'entreprise, on ira sur moins, mais on prend l'engagement aujourd'hui que sur ces échéances de novembre dues en décembre et décembre dues en janvier, on pourra aller globalement jusqu'à 12 mois. Après, on a des cas de figure, et c'est aussi pour ça qu'on est au cas par cas, où l'entreprise a 300 000 euros de dette qui datent d'avant. Elle va demander 12 mois, mais on va voir avec elle aussi en disant mais ces 12 mois ne changeront peut-être rien. Donc voilà. Mais globalement, on est sur cette réponse. À partir du mois de mars et avril, et on rappelle la boîte mail contactcrise974@ursaf.fr. Alors ma question c'est... Moi je voulais juste rebondir sur une chose, c'est que quand même cette crise des gilets jaunes, elle a quand même fait remonter quelque chose, c'est que
Alors que ça soit aussi bien les salariés voilà, qui ont l'impression effectivement de pas joindre les deux bouts, qui ont l'impression que la vie est chère à La Réunion, vous avez quand même il y a quand même eu des chefs d'entreprise qui étaient là aussi dans ce mouvement, qui trouvent quand même que à La Réunion, alors ça peut être en France, mais à La Réunion, on paye quand même pas mal de charges. Ils ont vraiment cette impression-là. Je pense que, alors est-ce que au-delà de cette mesure qui est le report effectivement des cotisations à 3 mois et après effectivement donc cet étalonnement, est-ce que ça vous a également, vous, de votre côté, est-ce que vous vous êtes dit que voilà, il faut quand même faire certaines mesures autres que celles-ci, parce que effectivement, les chefs d'entreprise, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quand même voilà, un poids administratif, un poids financier sur leurs épaules. Alors, moi, je m'exprimerai pour les entreprises, hein, je laisserai mon collègue sur le travail indépendant. Les indépendants. Sur les entreprises, aujourd'hui, le niveau de charge sociale en France, globalement, en métropole, comme à La Réunion, il est très important. Et on l'a exprimé tout à l'heure, c'est un modèle social, il permet de financer un certain nombre de prestations. Aujourd'hui, quand vous êtes hospitalisé, les coûts sont absolument énormes. Dès lors que vous avez une affection longue durée, je prends l'exemple du diabète qui sévit quand même très fortement à La Réunion, ouais. Ou l'insuffisance rénale, les coûts sont incommensurables et sont absolument pas pris en charge par des assurances privées que vous pourriez prendre ailleurs. Donc là, c'est le modèle. Après, on peut vouloir un autre modèle, mais dans ce cas-là, on tombe aussi sur d'autres dérives. Donc les charges sont importantes dans le modèle français. Il faut avoir en tête que à La Réunion, les charges des entreprises sont beaucoup moins importantes qu'elles ne le sont en métropole pour compenser les difficultés économiques du territoire. Donc on a l'ODEOM, ce qu'on avait 2009, donc c'est la loi d'exonération pour l'outre-mer qui permet d'avoir des exonérations de charges importantes et encore plus importantes dans certains secteurs d'activité. De façon concomitante au mouvement des Gilets jaunes, juste un peu avant, le projet de loi de finances était en train d'être élaboré pour la sécurité sociale et prévoyait une refonte de ces mesures. Globalement, en termes d'équilibre, ce qui a pu être négocié, parce que là, c'est des choses qui ne se passent pas au niveau de la caisse de La Réunion, mais bien entre les représentants d'employeurs et les pouvoirs politiques nationaux. Ce qui a pu être négocié, c'est un maintien de ce niveau d'exonération. D'accord. Donc, alors même qu'il était prévu que les exonérations diminuent légèrement à La Réunion, ce qui a pu être négocié, c'est grosso modo, en termes de masse globale, un maintien. Après, dans le dispositif qui va sortir, il y a bien évidemment des gagnants et des perdants. Mais ce que la ministre a annoncé, c'est qu'au niveau du SMIC, au niveau des charges sociales dues pour un salarié au SMIC, on est sur une absence de cotisation patronale. Ensuite, on est sur des logiques de dégressivité en fonction de secteurs d'activité que les pouvoirs publics veulent privilégier et globalement qui conduisent à un maintien du niveau d'exonération dont bénéficie La Réunion. Ensuite, effectivement, le modèle implique un niveau de charge qui est important et donc il est aussi très important de le faire respecter pour qu'il n'y ait pas une distorsion entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Parce que là, sinon, effectivement, le modèle ne tient plus, quoi. Alors on va rappeler, il doit rester, je crois, 13 minutes avant la fin de l'émission. On rappelle ce qui est important pour les chefs d'entreprise. Alors donc il y a d'abord le différement. Donc ça c'est donc pour décembre, janvier, février, les 3 mois. Alors c'est les charges dues en décembre qui sont payables en mars, les charges dues en janvier sont payables en avril. Okay. À partir de ce moment-là, on peut demander effectivement un étalement complémentaire auquel on répondra au cas par cas. Mais pour l'instant, pas de demande à formaliser, c'est géré de manière automatique. D'accord. Ça, de toute façon, les décisions seront prises au moment où vous ferez le constat de savoir ils peuvent payer ou pas. De toute façon, ils sont les chefs d'entreprise. Et je pense que là, les experts comptables auront également leur mot à dire. Oui. Et n'oublions pas, parce que là on a parlé des caisses sociales, mais il y a 2 angles d'attaque également. Hein. Il y a aussi d'autres organismes qui prélèvent entre guillemets sur les entreprises. Le premier, c'est les impôts. Donc les impôts ont mis en place également, mais là pas de façon automatique, donc ça va avec une demande, des mesures de tolérance en matière de trésorerie. Voilà, et après les banques. Alors les impôts globalement, ça va concerner quoi ? Ça va concerner la CFE. Qui est à payer dans les jours qui viennent, ou voir c'était peut-être même le 15. L'IS, parce qu'il y avait notamment les acomptes d'IS qui tombaient le 15. Et localement, ils acceptent la TVA. Ce qui normalement ne devrait pas être le cas, puisque la TVA, c'est de l'argent normalement qui transite uniquement par l'entreprise. Mais les choses ne sont pas si simples. Là-dessus, les impôts acceptent quoi ? Ils acceptent que pour des montants inférieurs à 1 500 €, il y a un report au 15 février.
Donc si le montant est inférieur à 1500 €, il y a un report d'échéance au 15 février. Mais là, par contre, il faut en faire la demande. Donc là, on est au cas par cas, mais si on fait la demande, cette demande sera acceptée. Pour des montants supérieurs à 1500 €, ils acceptent un échelonnement sur 3 mois, février, mars, avril. Toujours pareil, sous réserve d'en faire la demande, mais si c'est ce qu'on demande, normalement, c'est accepté. Voilà, donc il ne faut pas oublier ces mesures-là. Et bien entendu, les banques. Les banques, a priori, nos 5 banques de la place, semble-t-il, se sont accordées pour accepter sur demande, si le dossier n'est pas non plus déjà en très forte difficulté, avant la crise, d'accepter quoi? D'accepter, par exemple, le report de 3 mois des échéances bancaires. C'est-à-dire que si on a des emprunts, des financements, geler les 3 prochaines échéances et après en fonction des banques, soit mettre ces échéances-là à la fin du prêt, soit les échelonner sur la durée restante. Ça dépend des banques. Donc ça, c'est une bonne chose. Certaines nous ont indiqué, mais je pense qu'elles sont capables de toutes les faire, de pouvoir, entre guillemets, préfinancer l'indemnisation du chômage partiel. Parce qu'on a vu tout à l'heure que pour le chômage partiel, on commençait par payer pour demander l'indemnisation après. Donc si les volumes sont suffisamment importants, donc les banques peuvent, soit en augmentant le découvert, soit sur un financement très spécifique, couvrir cette période de 1 à 2 mois qui peut être complexe. Et après, au cas par cas, et je pense notamment aux commerçants qui ont des containers partout au travers de l'océan Indien, pouvoir mettre en place des mesures financières peut-être de court terme et exceptionnelles liées à ces gilets jaunes, parce que les containers se promènent, mais le fournisseur qui est en Europe ou en dehors de l'Europe, lui, aujourd'hui, il a été payé. Hein. On a globalement du 30 jours. Le container, en général, il est payé, quelques jours après qu'il soit arrivé à La Réunion. Donc là, les fournisseurs, eux, ils ont été payés. Donc ça veut dire que faut financer ces boîtes et les stocks qui sont dans ces boîtes, qui sont quelque part autour de l'océan Indien, et pour lesquels, bon nombre d'entre elles, aujourd'hui, on n'a pas de délai pour savoir est-ce qu'elles arrivent dans 8 jours, dans 15 jours, dans 1 mois et demi. Puis il y en a certains qui payent aussi le fait qu'ils sont repartis. Voilà. Et par définition, il y aura un coût supplémentaire, parce qu'il va bien falloir payer à un moment donné le réacheminement de ces boîtes. Hein. Voilà. 2 choses, il y a, en tout cas, il y a déjà ces accusations qui sont différées. Il y a eu des annonces faites par Annick Girardin, il y a l'annonce du président Macron. C'est pas pour vous poser des questions, je suis en train de faire la démarche. Il faudra expliquer donc, on aura l'occasion de revenir pour expliquer le prélèvement à la source, en tout cas on fera ce qu'il faut pour l'expliquer. Et après, il y a sa décision de déclarer la Réunion en zone franche globale. D'activité. Pardon ? Non. C'est pas. Non. Non, c'est quoi ? Non, c'est la zone franche d'activité, c'est la ZFA. Oui, d'activité, oui. Voilà, mais la ZFA, elle existe depuis 2008. Déjà, ouais. Et là, on remet simplement les taux tels qu'ils étaient avant la dégressivité. D'accord. Dégressivité qui avait été gelée par la précédente ministre, Erika Darège, qui avait gelé la dégressivité et qui avait reporté de 2 ans. Donc là, en gros, on est revenu sur des taux d'il y a 3 ans. Donc ça, la question qui a été posée, parce que vous imaginez bien que voilà, on a écouté avec une oreille et on a relu derrière. La question qui avait été posée lors de la conférence de presse, c'était de savoir si c'était sur tout le territoire. Oui, parce que la zone franche d'activité, elle est liée à des activités et bien entendu, elle est sur tout le territoire. Déjà dans la LODEOM Sauf 2009. que c'était dans la LODEOM, on a perdu quoi? On a perdu la zone des hauts. C'est-à-dire que la zone des hauts pouvait, dans certains cas, quand on était dans une activité éligible, bénéficier du côté majoré. De 400 mètres. Voilà, mais c'était des zones d'altitude, ça, on l'a paumé, donc ça, il n'y a plus. Et quelques activités conseillées aux entreprises qui sont sorties du périmètre. Voilà, mais il n'y a pas de nouveauté. C'est la même chose que les taux d'il y a 3 ans. Donc on a dépoussiéré un dispositif qui était déjà dans la loi de finances. Hein. Enfin, ça, c'est écrit dans la loi de finances. Tout à fait. Non, je tenais à ce qu'on revienne là-dessus, pour pas que ceux qui croient qu'ils vont rentrer dans ce dispositif, alors qu'ils n'y sont pas, et de croire que avec la fin de la LODEOM et les taux de cotisation pour les charges sociales, il faudra remettre une explication, leur dire quels vont être vraiment les taux de cotisation pour les salaires pour 2019. Alors, on peut même revenir sur le SMIC, puisqu'il y a eu l'annonce, le SMIC zéro charge. Et on dit le SMIC zéro charge patronale, oh là là, mais c'est exceptionnel. Mais c'est pas exceptionnel du tout. Il y a 3 ou 4 ans,
les employeurs, les petites entreprises bénéficiaient également de ce qu'on appelait la prime PME. C'est-à-dire qu'une entreprise qui embauchait, qui était une petite entreprise, donc c'était complètement adapté à notre territoire, bénéficiait, je crois que c'était une centaine d'euros par mois de prime PME pendant, je crois que c'était 3 ans. À ce moment-là, l'entreprise qui avait la prime PME, on n'était pas à zéro charge, on était en crédit de charge patronale. Ça jouait pas beaucoup, hein. Ça jouait à 10-12 euros par mois, mais on a connu un dispositif important. Le problème, c'est que c'était pas facialement visible. C'était les exos de charges sur le bulletin de paye, plus le CICE, plus la prime PME. J'avoue que à part les experts comptables, les autres n'ont pas été mettre les chiffres sur un papier pour voir ce que ça donnait. Mais on a déjà eu quelque chose comme ça. Donc là, peut-être que la nouveauté, c'est qu'un vrai zéro charge sur le bulletin de paye, qu'au moins tout le monde puisse le voir. Parce que le reste, à partir du moment où j'ai la possibilité de payer mes cotisations, si on me donne un avantage, mais qui n'arrive que 3 mois après ou 1 an après, j'allais dire c'est la cerise sur le gâteau. J'ai pu payer mes cotisations. Voilà. Donc, mais, enfin, c'est une évolution, c'est pas une révolution. D'accord. Alors, il y a un petit élément aussi, même si là, c'est s'immiscer dans la gestion du chef d'entreprise, mais assorti à cette baisse des charges, on va dire, ou ce maintien d'un fort niveau de charge cette année en 2019, on aura, alors qu'il est là pour compenser la perte du CICE, on aura normalement, sauf si les choses évoluent, en même temps le versement du CICE. Donc il y a un effet en 2019 pour l'entreprise où il va avoir ce qui a été prévu pour compenser la perte du CICE, mais quand même le CICE. Mmh. Donc là, le message important pour les chefs d'entreprise qui sont concernés par des problèmes de trésorerie, c'est profitez-en pour faire de la trésorerie, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de trésorerie pour les entreprises à La Réunion qui font que à la moindre difficulté, elles sont complètement coincées, elles peuvent plus payer les cotisations, les impôts, les salaires. Donc là, il y a un effet de trésorerie possible pour une partie des entreprises, il faut pouvoir en profiter. Sauf si ça évolue, mais c'est prévu pour cette année. D'accord. Il nous reste 5 minutes. Alors, l'essentiel de cette émission, c'est donc de dire que, chefs d'entreprise, soyez beaucoup plus vigilants. Regardez votre mail et puis voyez regardez votre mail, pas pour le différement, parce que de toute façon, le dispositif a été mis en place de manière, je dirais, ça s'est mis en place sans demande aux cotisants. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si demain, il y a des problèmes, est-ce que la Caisse générale sociale va travailler pendant ces fêtes? Si les gens ont besoin de vous, c'est par mail, c'est pas de prendre rendez-vous avec vous? La caisse de sécurité sociale est ouverte sur tous les jours ouvrés, les accueils sont ouverts, et globalement, si ces difficultés sont liées à la crise, il faut vraiment rappeler l'adresse mail, c'est simple, c'est plus simple que de faire des demandes autrement. contactecrise974@ursaf.fr. Donc là, on pourra traiter les demandes qui arrivent. Mais globalement, le message simple, c'est vous n'avez pas à faire de demande jusqu'au mois de mars, puis jusqu'au mois d'avril, pour les échéances qui étaient dues en décembre et en janvier. D'accord. Mais après, vous pourrez revenir vers nous sans problème. Il n'y a pas de démarche à faire, en tout cas, en décembre et en janvier. Non, l'objectif était bien celui-là, c'est qu'il n'y ait pas de démarche et que le chef d'entreprise puisse se concentrer sur la reprise de son activité. Mais quand même, une chose, c'est arrivé au mois de mars, il faudra quand même anticiper, voir, et à la rigueur, si les difficultés persistent, au moins de vous contacter, de vous mettre au courant, d'expliquer. Oui, bien sûr. Là, il faut venir vers nous et voir comment on peut l'accompagner pour passer ce problème de trésorerie. Là, surtout qu'ils viennent vers nous. Quelle peut être la posture des experts comptables à ce moment-là? Nous, c'est d'être le liant entre tous ces organismes-là, de faire l'interface avec tous ces organismes-là, d'être proactif vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que nous, là, on les a appelés pour voir si ils avaient de la trésorerie ou pas. Et moi, j'insisterai quand même sur une chose, c'est que c'est pas du crédit gratuit. C'est-à-dire que il faut pas, si l'entreprise a la trésorerie largement suffisante, il faut pas qu'elle actionne ces dispositifs. C'est-à-dire qu'il faut pas aller engorger les tuyaux de tout le monde, quels que soient les organismes, les experts comptables, pour une entreprise qui n'a pas besoin de trésorerie et qui viendrait simplement se rajouter un matelas supplémentaire sur quelque chose déjà de suffisamment douillet. Parce que sinon, la difficulté, c'est que on risque, s'il y a engorgement, de ne plus avoir demain, dans quelque chose d'identique, une automaticité comme ont pu le faire les caisses sociales. En disant, s'il y a de l'abus, on va revenir au cas par cas, et je pense que tout le monde va y perdre. Donc le message, c'est que n'ayez recours à ces dispositifs qu'à partir du moment où vous en avez besoin, où vous anticipez que vous risquez d'être fragile.
En dehors de ça, c'est pas la peine. Merci Rémi Amato, merci donc Thierry Delabure, donc directeur de recouvrement de la Caisse Générale Sociale, également Thierry Biès, également directeur de recouvrement mais pour les travailleurs indépendants. Merci à Rémi Amato, je crois que je t'ai dit déjà, donc président de l'ordre des experts comptables. Merci à Nakash Bourhan. De toute façon, l'information, vous le retrouverez dans Entreprendre Plus avec Nakash Bourhan lorsque on parlera d'entreprise. On continuera en tout cas à accompagner les chefs d'entreprise. Et s'il le faut, de nouveau, messieurs, vous êtes bienvenus sur ce plateau-là. On va voir comment on fait pour essayer de rendre ça plus pratique et à la portée de tout le monde. Et pareil, Rémi Amato, donc vous serez tous les bienvenus. Donc vous retrouverez Nakash Bourhan, lui, dans Entreprendre Plus, mardi, comme c'est le cas. À 19h15. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous souhaite de continuer bien votre soirée sur Télé Créole et bon vent décembre à vous.